Idriss Zoumielou dans le cadre de son café littéraire pour débattre donc d'un roman fraîchement sorti qui a pour titre Orphelin de fils. Mais avant de nous engager dans le débat, dans l'exposé de notre invité, d'ailleurs que nous avons l'honneur de recevoir, qui a pour nom Idjeri Azdin. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur un phénomène qui prend de l'ampleur de le centre culturel, qui malheureusement nuit au déroulement des cafés littéraires Midnixem. Personnellement, Midnixem, je me trouve ça. Ça pue tellement que donc, bien sûr, sur autorisation de l'APC, du maire, je dirais. Chose que nous déplorons, que nous avons toujours dénoncée. On n'est pas contre nos citoyens, au contraire, mais accorder des fêtes de mariage au centre culturel au lendemain du café littéraire, je pense que c'est une aberration. Donc, la lecture que je fais, c'est que l'APC ne fait pas dans la promotion de la culture, mais malheureusement, il cherche à nous asphyxier. Ibn Hisham, dans une odeur pareille, ça prête aux maladies, ça prête à tout genre de spéculation. Et puis, malheureusement, normalement par civisme, il a dit sa poubelle. Mais malheureusement, nous avons remarqué la semaine passée, la poubelle traitée une semaine. C'est la même chose. La poubelle, et c'est pas normal. C'est pas normal. Et il faut y remédier. Il faut trouver une solution définitive pour ce phénomène. Donc, nous réitérons notre dénonciation et nous appelons les autorités concernées, l'APC notamment le maire, de mettre fin à ce genre de fête de centre culturel. Que chaque institution soit respectée strictement dans sa vocation. D'une part. D'une autre part, avant de commencer, je rappelle que dimanche, donc il y a une action de fermeture de l'APC initiée par le collectif des associations. Donc c'est une information que nous essayons de faire passer pour que l'action pacifique, bien sûr, soit d'une envergure quand même à la hauteur des aspirations du mouvement associatif de la commune de Ouass. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre ami Azdin Idjeri. Azdin Idjeri qui est un capil, né à Tizi Ouzou, à tout jeune. Et il est diplômé, enfin il est spécialiste en psychologie. Donc il a fait ses études en psychologie à l'université de Tizi Ouzou avant de partir en France pour justement se mettre à l'écriture. Sa vocation, son penchant d'écriture est le volet psychosociologique. Donc ses écrits se basent essentiellement sur l'aspect psychosociologique connoté de la philosophie, justement, et cette tendance a accouché de deux livres, donc deux romans, Youn Ismaïs, Piège Timique, le second sur lequel il va exposer aujourd'hui, le second, celui qui va présenter aujourd'hui, c'est Orphelin de fils, une histoire très passionnante, une histoire qui
nous plonge dans la fiction, à la fois dans la philosophie et dans la socio-psychologie. C'est un livre édité aux éditions Fira, les éditions Fira, c'est Ibrahim Fassaraf. Donc, aujourd'hui, notre ami Azdin Ijeli va nous le présenter, va nous emporter dans son imagination. J'espère qu'il nous fera sortir aussi brillamment qu'il a écrit. Donc, sans tarder, nous allons lui passer la parole. Azdin Ijeli, un socle sich, الجزء الأول خلينا في كاملون خلينا في الأفلام pour tous les membres associatifs donc, qui œuvrent dans ce domaine, qui sont à l'œuvre pour que ce café littéraire ait lieu et qui continue d'exister. Donc, merci beaucoup d'être venus. Moi, vous êtes très très nombreux. Je m'attendais à encore moins de monde. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Voilà, donc. Quand ça commence mal, c'est que ça se termine bien, en général. Hein? Si ça se termine mal, c'est que j'ai vraiment pas de chance. Hein? Ouais. Voilà, donc je vais essayer de me présenter de la même manière que l'a fait notre ami Mouloud. Donc voilà, Azdin Ijeli, je vis actuellement à l'étranger après un cursus en psychologie interrompu, je veux dire sociologie gaillard, la psychologie physiologique, j'ai tout arrêté à l'étranger. C'est là où est née la passion d'écrire. Donc c'est une passion que je soupçonnais des amis, des intimes qui m'ont incité à me lancer dans cette aventure. C'est une aventure pas facile, mais le fait que je sois ici parmi vous, ça récompense en quelque sorte mes efforts. Donc mon premier roman, je l'ai écrit, je l'ai publié en France en 2016. Donc le roman qui s'intitule Piège cynique. Donc c'est vrai que ça tourne autour du thème de la psychologie, des vicissitudes de l'esprit et de l'âme humaine. Voilà, je vais essayer juste de vous présenter brièvement ce premier roman. Donc c'est un roman d'un jeune homme qui a refusé de vivre en société, qui voyait tout le mal du monde dans la société, donc, mais à force de subir, on va dire, les assauts et les jugements des autres, comme quoi il n'était pas normal, parce que quand on est normal, on est censé vivre parmi les autres. Il a eu une idée de génie. Il a été voir un psychiatre qui a établi définitivement le fait qu'il était sain d'esprit, qu'il était normal. Donc dans sa tête, il a prouvé que c'est la société qui est malade et c'est pas lui. Mais donc voilà, l'histoire fait que des rebondissements vont prouver que, comme on dit dans le langage familier, mais on est toujours faible face à l'autre, face à la société. Voilà, donc ça a été le premier roman. Et le deuxième, je suis allé encore plus loin, on va dire, dans le labyrinthe qu'est le psychisme humain. C'est-à-dire, orphelin de fils, c'est l'histoire peu banale, c'est le récit de l'expérience du monde qu'a fait un enfant. Cet enfant qui, pour combler le vide qu'a laissé sa défunte et supposée mère, s'est vu exister dans le monde imaginaire de son propre père. Voilà. Et cet enfant imaginaire nourrit un rêve depuis longtemps.
au bout de ses 10 ans, le jour de son 10e anniversaire, cet enfant imaginaire s'invente une maman parce qu'il en a besoin. Alors, une maman arrive, elle pousse le père vers sa propre mort, et il y a un conflit qui naît entre le père et la mère, et pour arriver à bout de pousser le père à la disparition. Donc en fait, à mesure qu'on avance dans la lecture du récit, on ne sait plus qui existe vraiment, qui n'a jamais existé, qu'est-ce qu'ils ont été les uns aux autres. Et à travers aussi, plus on avance dans la lecture du roman, c'est vrai qu'il est assez court, voilà, il y a des réponses à plusieurs questions, il y a d'autres questions qui se posent. Ça parle du pardon, ça parle du deuil, ça parle de la maternité, de la paternité, ça parle du suicide, ça parle de beaucoup de choses. Il y a une dimension philosophique, je ne suis pas philosophe, j'essaie de m'initier au domaine de la philosophie, mais je suis loin de l'être. Mais voilà, il y a une dimension philosophique aussi. Il y a un peu de lyrisme, de poésie. Voilà, c'est un récit très bref, on va dire comparé à d'autres pavés, mais assez complexe, qui ne nous laisse pas indifférents. En fait, j'essaie, quand j'écris un roman, quand je commence à écrire un roman, j'évite surtout le piège de restituer un récit ou une histoire qui, à la fin de sa lecture, on sent qu'il n'y a rien qui s'est passé en nous. Moi, j'aime beaucoup les romans. Une fois que j'ai fini de les lire, je me pose davantage de questions que j'en ai reçu des réponses. Donc voilà, c'est mon style de littérature, c'est-à-dire, quand on finit de lire mon roman, certains me détestent parce qu'ils n'ont rien compris. D'autres continuent à se poser des questions. Et surtout, chacun trouve la réponse à sa manière. Je laisse un petit peu le champ libre à l'exercice de la raison chez chacun de mes lecteurs. C'est-à-dire que je ne suis pas donneur de leçons, ce n'est pas du prêt à lire, si on peut parler du prêt à lire. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup quand moi-même et mon lecteur se poussent un petit peu leur cerveau à se surpasser, parce que c'est une gymnastique aussi, l'exercice de la raison. Donc moi, c'est vrai que je fais un peu dans la littérature un peu complexe, mais c'est mon style de littérature, et en général, quand on finit de lire mon roman, on se pose davantage de questions qu'on en a reçu des réponses. Voilà, c'est pour Orphelin de fils. Et s'il y a une chose à préciser, bien que l'acte d'écrire, c'est un acte voilà, purement solitaire, c'est vrai que les idées que je peux exprimer à travers mes écrits, il y a une forme de subjectivité, c'est-à-dire c'est ma vision du monde. C'est comme ça que je restitue un petit peu mes pensées. Mais il n'y a rien d'autobiographique, il n'y a rien de personnel, c'est une histoire purement fictive, du début jusqu'à la fin. Et c'est une histoire surtout qui, voilà, comme je l'ai dit, je me suis énormément creusé la cervelle pour l'écrire, et j'aime beaucoup quand un lecteur me dit que pour tout comprendre, il lui a fallu relire quelques passages. Voilà, en gros, c'est que voilà, c'est une petite présentation du roman. Si vous permettez, je vais commencer par ouvrir le débat, mais l'Afghan, bien sûr. Bon, c'est un petit livre. Donc, les lecteurs, les critiques qui ont été faites pour ce roman, c'est qu'on s'accorde à dire que c'est un livre à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Justement, c'est quoi à mi-chemin entre le livre, entre le roman et la nouvelle? Et puis, à votre avis, quelle est la différence entre la nouvelle et le roman?
C'est vrai que le livre est assez court. Après, bon, c'est la technique d'impression et d'édition qui a fait qu'il soit assez court, parce que la version qui se vend en France, le livre est un peu plus épais, un peu plus grand. Donc voilà, on joue un petit peu des fois, peut-être pour des raisons économiques, peut-être pour voilà, on fait un peu avec les moyens du bord ici. C'est vrai que ça fait que c'est un tout petit roman d'apparence, mais voilà, la version qui existe en France, elle est un peu plus épais, c'est beaucoup plus grande. Après, la différence entre la nouvelle et le roman, la différence principale, c'est que la nouvelle est beaucoup plus petite que le roman. Et surtout, c'est que la nouvelle, elle ne parle pas énormément de l'évolution psychologique des personnages. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des personnages. Et surtout la nouvelle, en fait, elle peut décrire une scène. Et sa caractéristique principale, c'est que la chute ou la fin surprend le lecteur. Voilà. L'écrivain ou l'auteur, quand il rédige une nouvelle, il emmène le lecteur sur un chemin, mais peut-être dans les 2 dernières pages du roman, la chute est complètement inattendue. C'est voilà, c'est ce qui fait que le récit, on peut l'appeler une nouvelle, en plus d'être brève et succincte. Le roman est une fiction en prose et beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de personnages et le roman, le genre romanesque, se distingue surtout par le fait qu'on décrit minutieusement l'évolution psychologique des personnages. Donc il y a beaucoup plus de personnages, il y a du vécu, on peut voyager dans l'espace et dans le temps, et la chute ou la fin du roman peut être prévisible, voilà, et à la différence de la nouvelle, mais aussi le roman est beaucoup plus long. Et quand on parle de la technique d'édition, par exemple, dans le monde anglo-saxon, l'édition dit que un livre, pour qu'il soit considéré comme un roman, il faut qu'il dépasse le nombre de 30 000 mots. Par contre, par exemple, dans le monde de l'édition francophone, plus, on va dire française, il faut qu'il dépasse les 40-45 000 mots pour qu'on dise que c'est un roman. Tant que ça n'a pas atteint les 45 000 mots, on va dire que c'est une nouvelle. Mais après, maintenant, on ne fait pas très attention à ça quand on regarde le roman d'Albert Camus. Et voilà, en termes de nombre de mots, voilà, on peut dire que c'est une nouvelle peut-être, alors que c'est un roman, c'est une œuvre majeure. Voilà, l'étranger, pardon, exactement. Donc voilà, en gros, la différence entre la nouvelle et le roman. Donc celui-là, je crois qu'il doit avoir dans les 33 000 mots, 34 000 mots. Donc j'ai préféré dire que c'est un mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Parce que la nouvelle, il y a beaucoup de personnages, donc c'est pas une nouvelle. Un roman, c'est pas assez conséquent, c'est pas un pavé. Mais je dis que c'est un mi-chemin entre les deux. Pourquoi vous avez choisi orphelin des fils? Couramment, on sait que orphelin, père. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur d'orphelin des fils? Est-ce que par rapport au système descendant-ascendant, ou bien le contraire, ou bien c'est des explications? Oui. Deuxième question, les personnages principaux à l'intérieur. C'est-à-dire, résultant de petits détails. Merci beaucoup. Avec ça. Alors le titre, je l'ai choisi, c'est vrai que c'est un titre réfléchi, c'est pas un titre qui est sorti comme ça complètement par hasard. On dit qu'on est orphelin de son père, orphelin de sa mère, c'est-à-dire on a perdu son papa ou sa maman. Pourquoi on est orphelin? Parce que le rapport de filiation, il est descendant. Voilà. Je suis le descendant de mes parents. Et mes parents sont mes ascendants. Pourquoi orphelin de fils? Parce que ce rapport qui est descendant, ce rapport de filiation, à un moment donné, il est établi. Il y a le père qui invente un fils imaginaire. Au milieu de l'histoire, ça commence à se compliquer. On ne sait plus qui est le père, qui est le fils, pour qu'à la fin, le rapport s'inverse. Donc, ce rapport de filiation, qui est à la base descendant, devient
on va dire, prend un autre sens ou une autre tournure, fait que le fils devient orphelin de son propre père. Et le père devient orphelin de son propre fils parce que le narrateur, quand elle a commencé, c'est le père qui a raconté l'histoire. J'ai perdu mon épouse, j'ai pas envie de la suivre dans l'au-delà, parce que pour moi, voilà, c'est contraire à mes principes, j'ai pas envie de mettre fin à mes jours. Je me vante un fils imaginaire, je dois l'élever, je dois bien l'éduquer, voilà, et ça continue comme ça jusqu'à la fin de la deuxième partie. Il y a un accident qui survient, son fils imaginaire fait une chute de cheval, et c'est une chute volontaire, ce qui fait que la troisième partie, le narrateur change. Le père est condamné au silence, il ne parle plus. C'est lui qui a commencé à raconter l'histoire dès le départ, et au début de la troisième partie, on va dire, on lui a ôté la voix. Il ne peut plus parler. Il est condamné en bon état. Mais pourquoi? C'est Adam qui continue à raconter l'histoire. C'est le fils imaginaire qui continue à raconter l'histoire. C'est là où on ne sait plus qui existe, qui n'existe pas. Et c'est la maman, je vais parler après des personnages, et c'est la maman qui va prendre la main de Adam pour le guider un peu sur le chemin de la guérison. Et c'est là que la maman, en fait, elle est là pour trouver toutes les réponses à la question d'Adam et à la question du lecteur en même temps. Et je ne vous le cache pas, même la maman a répondu à mes propres questions quand j'étais sur le point de finir le roman. Donc, le rapport de filiation s'est inversé. Un père invente un fils imaginaire. Au bout d'un certain temps, le père est condamné à l'inexistence et c'est l'enfant qui continue à raconter l'histoire. Et pour que l'enfant guérisse définitivement du mal qui le rongeait, il fallait qu'il se sépare définitivement de ce père. Donc, il devient orphelin de son père. Il est orphelin de son propre fils. Parce qu'à la fin, on saura qui a inventé tout ça. Il y aura au moins quelqu'un qui existe dans l'histoire. Même si, à certains moments, on ne sait plus qui existe, qui ne l'est pas. Mais celui qui existe vers la fin, c'est lui qui a tout inventé, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui devient orphelin de son propre fils. Pour les personnages, donc, il y a le père qui s'est inventé un fils imaginaire. Il n'a pas de nom, c'est Harrison, il n'a pas d'âge. Et même quand il se regarde dans la glace, dans le miroir, il ne voit que le reflet d'Adam. Après, il y a l'enfant imaginaire, c'est Adam, de 0 à 10 ans. Après, il avance dans l'âge. Après l'accident, il grandit. C'est Adam. Le troisième personnage, c'est Inès, c'est la maman qui arrive, que Adam a inventé parce qu'il a besoin d'une maman. Et c'est cette maman qui va pousser le père à l'inexistence. Après, comme toute histoire qui veut être un petit peu jolie, qui ne va pas tout le temps parler de désespoir, de marasme, voilà, il y a Sarah, qui est une jeune fille que Adam a connue auparavant, bien avant l'accident, qui va ressurgir ou réapparaître après l'accident, et c'est là où naît une idylle, ou une histoire qui renaît, qui fait que l'histoire se termine bien. Donc, il y a ces 4 personnages, c'est les personnages principaux. Après, il y a 2 ou 3 petits personnages secondaires, mais qui sont en lien avec l'histoire. C'est-à-dire, dans tout ce que j'ai inventé comme père, fils, imaginaire et tout, il y a encore une petite histoire dans un passage où une vieille dame aussi, qui s'est retrouvée condamnée à la solitude, qui ne voit en face d'elle que la mort, en fait, pour continuer à vivre, ou à espérer, ou à survivre, elle s'est inventée aussi un manège où il y avait des jouets imaginaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'imagination. Donc, voilà, les personnages, les principaux sont ceux-là. Le père, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'âge, qui n'a même pas de reflet. Le fils, Adam. La maman, Inès. Et Sarah, qui est, voilà, on va dire, c'est elle qui va terminer le roman. C'est la dernière phrase qui va être écrite, qui va être dite dans le roman. C'est Sarah en fait qui va, à travers sa phrase, en gros on perpétue la race humaine, mais voilà, il peut y avoir des désastres, il peut y avoir des gros soucis, mais il y a toujours voilà, l'espèce humaine est en perpétuelle renaissance, régénérescence, donc voilà, pour les personnages. Alterner entre les temps et les verbes dans votre roman. Donc ce qui m'intéresse le plus, comment avez-vous trouvé l'équilibre
de mettre des personnages fictifs au lecteur. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Ça m'intéresse énormément. En fait, pour le style littéraire ou le style d'écriture, quand j'ai commencé à écrire, je regardais un petit peu j'ai essayé de regarder les ateliers d'écriture, je voulais même y participer. Justement, pour trouver une réponse à cette question, Albert Camus a son style littéraire, Kamal Daoud a son style d'écriture, ou son style d'écrivain. Et moi, comment je vais faire pour avoir mon propre style? Après un bref échange avec un monsieur qui travaille dans le monde de l'édition française, en fait, il m'a tout simplement expliqué que le style d'écriture ne s'apprend pas, on l'a pas. C'est comme une voix pour un chanteur, il a sa propre voix, sa propre signature vocale. Par contre, ma façon d'écrire, elle peut être un peu différente. C'est-à-dire, on est dans une époque, le nouveau roman, la littérature moderne ou l'écriture moderne, qui fait que il y a une sorte d'écriture transgressive. C'est-à-dire, il faut écrire il faut que le récit soit correct, qu'il n'y ait pas beaucoup de fautes, qu'il n'y ait pas de fautes, qu'il soit parfait linguistiquement parlant ou techniquement parlant. Mais c'est plus la littérature du Mouloud Pharaon, Mouloud Ma'amri, Alfred de Musset. Je relis la catégorie le plus simplement possible, fluide, la lecture facile, la minérale un journal, la minérale un blog, parce qu'on est dans l'époque où tout va vite. Donc on n'a pas le temps de se creuser la tête pour regarder le dictionnaire à chaque fois et tout. Moi je m'en excuse, mais ce n'est pas le style de littérature que j'aime. C'est-à-dire une œuvre littéraire, un roman surtout, un roman, pour moi il faut qu'il soit quand même que l'écrivain ou l'auteur se donne un petit peu de peine pour que l'esthétique soit à la hauteur aussi de l'intrigue. C'est-à-dire il y a un roman policier, un roman d'histoire, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse le plus, c'est les événements. C'est les événements, il a le lecteur, il y a du suspense, il y a un peu tout, plein d'ingrédients qui font que le livre, il ne va pas le lâcher, il va le lire jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est l'intérêt même de la littérature, il faut que le livre reste entre les mains du lecteur. Par contre, je donne autant d'importance à l'intrigue, aux éléments, à l'effet de surprise, à susciter l'attente chez le lecteur. Je donne une très grande importance à ça. Mais aussi, pour moi, c'est que 50% du travail. Je donne aussi une importance primordiale à l'esthétique, c'est-à-dire une œuvre littéraire. Quand on dit la littérature, c'est l'exploitation des éléments de la langue pour restituer un texte. Qu'est-ce qui fait qu'un roman, ce n'est pas un texte banal, ce n'est pas un article de journal ou une chronique sur un blog. Ce qui fait la différence, c'est que esthétiquement, le roman, il doit être assez beau. Un peu de poésie, un peu de mélodie. Normalement, quand j'écris, je m'entends écrire. C'est-à-dire, il faut que ça plaise aussi. Pour moi, le style, si je fais une petite comparaison, elle est incongrue, mais une chanson. Si la mélodie est mauvaise, eh ben, on n'entend même pas les paroles. Tellement la mélodie est mauvaise. Parce que c'est la mélodie qui, à la base, arrête l'audition ou l'oreille. Donc, qui derrière la littérature, si le style n'est pas travaillé, si le style n'est pas esthétiquement intéressant, l'intrigue perd un petit peu de sa valeur littéraire. Voilà, en parlant du style comme ça. Donc, mais je prends beaucoup de temps. 3 ans pour écrire un roman. Un roman tous les 6 mois. Je ne suis pas un génie, et puis on a nos obligations quotidiennes. Mais je donne énormément d'importance et à l'intrigue et au style, et à l'esthétique plutôt. Après, par rapport à l'imagination. En fait, à l'écriture, le roman hégélien, je voulais parler de la conscience de soi, à la base. La conscience de soi, comment je peux estimer que je suis conscient du fait que j'existe, conscient du fait que je suis ici. Est-ce que c'est les éléments sensoriels qui font que je ressens ma présence ici parmi vous? Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est une force surnaturelle? Au départ, j'ai essayé de faire des recherches en psychologie, en philosophie. J'ai compris que c'était très très compliqué. Après, on a pourquoi ne pas écrire sur l'accomplissement de soi. C'est-à-dire, il peut naître dans la vie, il peut naître pour ses parents,
dans des conditions parfaites. Voilà, Ismaël Dilalioun avec un handicap. Il peut être moral, il peut être physique, il peut être social. Un handicap social, Dilalioun, ça et va assez rapidement. Économique. On est tous avec des handicaps. Comment on peut faire pour surpasser cet handicap? Après, on aura l'imagination et l'imaginaire. Pourquoi? Justement pour travailler l'intelligence, c'est-à-dire pour que ça fasse une histoire peu banale. Parce que le cas de il a perdu un père. Pour lui pardonner, il a été obligé de pousser les portes de l'au-delà, c'est-à-dire l'histoire guinéenne, en fait, c'est un enfant qui a essayé de comprendre la disparition de son père. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est une mort naturelle? Et pourquoi il a voulu se donner la mort pour trouver les réponses par rapport à la mort de son propre père. Le cas d'une autre façon, c'est-à-dire un angle très simpliste, je pense que c'est... Voilà, j'aurais pris le risque d'être déjà dès le départ inintéressant. Donc j'ai voulu en faire une sorte de labyrinthe psychologique où le lecteur va se poser quand même quelques questions. Et plus il avance dans la lecture, plus il a envie d'aller jusqu'au bout. Parce que, voilà, à un moment donné, on ne sait plus qui existe vraiment et on n'a pas envie de laisser l'histoire comme ça. Pourquoi il nous a inventé une histoire pareille? Comment ça se termine? Est-ce qu'il y a une logique derrière? Donc, on a l'imaginaire. Et puis l'imaginaire aussi, parce que orphelin de fils, ça peut directement renvoyer à l'image de quelqu'un qui a envie de raconter sa propre vie. Parce que même s'il a perdu quelqu'un, un proche et tout, il a envie de raconter sa vie. Je suis désolé, voilà, je respecte tous les travaux, tous les écrivains, tous les auteurs, mais moi, à titre personnel, j'ai horreur des écritures thérapeutiques. C'est-à-dire, donc j'ai choisi l'imaginaire pour prouver qu'il n'y a rien de personnel. C'est purement fictif. Parce que l'écriture thérapeutique, un monsieur ou une dame, un écrivain ou une écrivaine, ils ont envie d'écrire quelque chose, ils racontent leur propre souffrance. Quand c'est une personne ou c'est un personnage, on va dire, qui a vraiment du vécu, quelqu'un qui est issu de la guerre, quelqu'un qui a été victime d'une atrocité, d'une injustice, on va dire une très grande injustice, c'est bien sûr c'est super intéressant parce que ce qui est arrivé à la personne peut m'arriver. Donc ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, sa façon de réagir, sa façon de s'en sortir et comment je vais faire pour éviter à moi, à mes enfants, à mes filles, à mes proches, un sort pareil. Ça, c'est une écriture thérapeutique, mais c'est une sorte de témoignage aussi. Mais il y a d'autres écritures thérapeutiques, c'est-à-dire, dans un livre. On a tous des difficultés. Voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Donc quelqu'un qui a envie de faire une écriture thérapeutique, autant qu'il aille voir un spécialiste, il va guérir sans transmettre ses angoisses à l'autre. Donc voilà, je suis allé très très loin dans l'imaginaire pour éviter de donner l'image de celui qui écrit pour se soigner. Voilà, pour l'imaginaire, c'est tout pour ça. Un peu psychédélique, d'une certaine manière, il semblerait, comme tous les Kabyles qui se doivent quelque chose, qui sont dans la littérature profonde, c'est un conte quand même philosophique. Tout à l'heure, vous me parliez qu'il n'y ait pas... Tout est philosophique, vous le savez bien. Alors, pourquoi il faut écarter chaque fois du langage littéraire la philosophie? Tout ce que nous écrivons ne peut être que philosophique. Et alors, à ce titre, à quel pourcentage situez-vous votre œuvre d'une manière philosophique? Je voudrais avoir à peu près un ordre de grandeur. Merci, Hasdi. C'est moi qui vous remercie. C'est à la fois une constatation, une question d'une profondeur qui mériterait des heures et des heures de débat. En fait, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu, c'est pas que j'ai écarté le livre de sa dimension philosophique, mais c'est juste par modestie, parce que je sais que la philosophie est un exercice assez compliqué. Il faut que ça réponde à certains critères académiques. On ne philosophe pas comme ça. Par contre, toute question est d'ordre philosophique, toute pensée est d'ordre philosophique, même les plus banales. Est-ce que je vais boire un verre d'eau ou pas? C'est quelque chose, voilà, c'est une question philosophique. Et alors, pour résumer un petit peu
on va dire, ma pensée, et aussi pour essayer de faire une synthèse par rapport à ce que vous venez de me dire. On dit que la philosophie pose davantage de questions qu'elle ne donne des réponses. Alors, mon roman pose davantage de questions qu'il ne donne de réponses aussi. Donc, à quel pourcentage? J'ai envie de dire que peut-être c'est à 100%. C'est purement philosophique, du début jusqu'à la fin. Après, bon, comme la philosophie, elle est la mère de toutes les sciences, c'est vrai que la psychologie est la dernière science à s'être émancipée de la philosophie, donc elles sont intimement liées encore. On essaie de l'extraire de ce préjugé qui fait que la psychologie c'est toujours quelque chose d'abstrait. On veut soumettre l'organe psychique humain à l'expérimentation, mais c'est vrai que la psychologie reste quand même encore un peu liée à la philosophie. Donc c'est à 100% une œuvre philosophique. Mais pourquoi j'évite de le dire? Parce que j'ai très peur de l'amalgame. J'ai peur qu'on dise de moi que je suis philosophe, alors que je ne le suis pas. Bien que nous sommes tous des sujets pensants, nous sommes tous des philosophes, mais chacun philosophe apprend à philosopher selon les étapes de sa vie, selon les contraintes aussi face auxquelles il est amené à débattre ou à batailler. Mais moi, vu, on va dire, entre guillemets, le statut auquel j'aspire, j'ai peur aussi qu'on pense de moi que je suis philosophe, et le jour où je serai devant un philosophe agrégé, que le vernis philosophique parte aussitôt. Donc j'essaie d'être écrivain déjà, ou romancier, bien que toute question est ordre philosophique. Les différents personnages ont tout fait pour transformer les émotions négatives compte tenu des événements qui leur arrivent en attitude positive, sauf pour le père, malheureusement le pauvre père, qui s'est tué pour de bon, si j'ose dire. Je ne vois pas, donc il est resté dans l'attitude négative au lieu de la transformer donc, en positive. Et pour revenir encore au titre orphelin de fils, et donc vous avez deux significations, si j'ose dire. Orphelin de fils pour quelqu'un qui a envie de prolonger sa progéniture. Orphelin de fils pour quelqu'un qui veut trouver à qui raconter son histoire. Et qui puisse continuer, en quelque sorte, à vivre à travers même son histoire, avec ses enfants, si j'ose dire. Même s'il disparaît, son fils pourra raconter l'histoire de son père. Automatiquement, on croirait qu'il est encore vivant. C'est comme une vitrine qui en manque de visiteurs ou de gens intéressés. Elle est orpheline de visiteurs, de gens intéressés. Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est pour la progéniture, la continuité de la progéniture, ou est-ce que c'est pour la continuité de son histoire? Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour commencer par le titre, je n'ai pas noté la toute première question. Adam, l'enfant qui est le personnage central du roman, est-ce qu'il doit pardonner? Est-ce qu'il doit pardonner à son père de l'avoir abandonné? Est-ce qu'il doit pardonner à sa mère de l'avoir abandonné? Est-ce qu'il doit pardonner à Dieu? Est-ce qu'il doit pardonner au monde et à la société? Par contre, lui, le dilemme à la fin de l'histoire, est-ce que la fille dont il était amoureux, est-ce qu'elle va lui pardonner de l'avoir abandonné à son tour? Donc il y a la notion du pardon. Le père qui raconte sa propre histoire, et à la fin, au milieu, il se tait, et c'est l'enfant qui reprend la narration. En fait, c'est l'enfant qui fait parler son père. C'est l'enfant qui a ressuscité son père. Il a exhumé la mémoire de son père qu'il n'a jamais connu pour examiner sa conscience. Quand un enfant est né pour ses parents, le premier devoir de ses parents est de subvenir à ses besoins et de faire en sorte qu'il soit un être humain complet, le plus parfait possible. Donc, quand un père a failli à son devoir,
d'être père. Une mère a accepté, plutôt que d'élever son fils, elle va dans le déni de maternité. Qui doit pardonner alors? Est-ce que c'est l'enfant qui doit pardonner ou est-ce que c'est aux parents on va dire qu'il y a un pardon mutuel entre eux? Voilà, on a fait une erreur. En fait, la notion du pardon, elle est primordiale, elle est centrale dans le roman. Et l'enfant a ressuscité son père pour le pardonner, pour lui accorder son pardon. Mais est-ce qu'il va y arriver ou pas? Parce qu'il a été orphelin, il a souffert, il y avait le manque, le père n'a jamais été là. Donc il a ressuscité son père pour réexaminer sa conscience. Et ce père, sa première façon pour Adam de se venger de ce père, alors qu'on ne se venge jamais de ses parents, ça a été de ne lui pas donner de prénom, de ne pas lui donner de visage. C'est un peu cruel, mais voilà, c'est un peu philosophique, c'est-à-dire, je vais insister un peu sur la notion du pardon. Pourquoi? Parce que le pardonner, c'est quoi exactement? Au départ, quand il y a un acte d'agression, il y a l'oppressé, il y a l'oppresseur. Donc, au début, le rapport de force, il est clair. Qui a le pouvoir de décider de la vie de l'autre, de son destin. Peut-être qu'il le détruit, il le brise. Ça veut dire quoi le pardon? À la base, c'est que il faut que l'oppressé, il reprenne le pouvoir pour avoir ensuite le choix de pardonner ou pas. Et à la base, dans l'absolu, si on peut parler religion, qui détient le pouvoir absolu? C'est Dieu. Donc c'est lui qui peut pardonner ou pas. Mais entre êtres humains, c'est ce rapport de force qui doit s'inverser pour savoir est-ce que je vais pardonner ou pas. Et pour lui pardonner, il doit avoir une forme de supériorité, de hauteur d'esprit, de capacité d'analyse, pour me dire peut-être, s'il m'a agressé, c'est parce qu'il n'avait rien à manger. Donc j'ai peut-être le droit de lui pardonner. Donc c'est dans le roman, l'enfant qui a été abandonné, il a réinventé tout son monde pour le comprendre, pour le remettre en ordre, et pour qu'à la fin il sache est-ce qu'il va pardonner ou pas à son père et à sa mère. À la base, il a été abandonné, il était déjà faible. Pour pouvoir pardonner, il a fallu qu'il reprenne le pouvoir sur sa propre condition, sur son propre monde, sa propre famille et sa propre société. Asmi, il a récupéré le pouvoir sur sa propre vie. Et là, il s'est dit, est-ce que je vais pardonner ou pas? Voilà, en fait, c'est vrai que ça tourne autour de la notion du pardon, mais c'est que vers la fin. Parce que sinon, si ça parle que de pardon pendant 186 pages, on s'ennuie très vite. Mais l'idée centrale, c'est ça. En gros, c'est ça. Il y avait une autre question, je pense. Non. Oui, c'est les émotions. Je parlais du fait de transformer les émotions négatives en attitudes positives. Exactement. En fait, c'est le propre du genre romanesque, c'est-à-dire, il y a une j'aime beaucoup la narration chirurgicale. J'appelle ça la narration chirurgicale, c'est-à-dire, je suis dans la tête du personnage, il faut que je sache à quel point il est déçu, à quel point il est en colère, à quel point il est malheureux, pour savoir à quel moment ou comment est-il possible que le malheur peut se transformer en un sentiment heureux. Donc je joue énormément sur ça, c'est-à-dire les sentiments négatifs peuvent devenir positifs, mais sans être aussi mielleux ou prévisibles. C'est-à-dire, des fois, j'arrive avec mes personnages vers des situations où il n'y a vraiment pas de retour en arrière. Voilà. Son fils, le jour de son 10e anniversaire, il réalise un rêve, le rêve d'avoir une mère. Et une femme frappe à la porte, elle s'appelle Inès, elle arrive, voilà papa, c'est ma maman, t'es d'accord ou pas? Est-ce que tu acceptes de l'aimer? Le père il dit, je ne vais pas aimer une autre femme que ma défunte épouse. Et bien, Adam lui dit, ça va être ma maman, tu sois d'accord ou pas? On est arrivé à une situation extrême. Donc moi j'aime bien explorer aussi ces situations où normalement il n'y a pas de... C'est un chemin, on va dire, où il n'y a pas de retour en arrière.
comment ils peuvent s'en sortir aussi pour trouver une sorte de consensus ou une entente ou une cordialité qui visiblement est perdue. Donc j'aime beaucoup jouer sur ça, et en général, le roman, de manière générale, ça suscite l'émotion. Voilà, la surprise, la tristesse, l'attente. En général, un roman qui ne suscite pas les émotions, c'est un roman un peu fade qui peut très vite tomber des mains du lecteur. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Si vous permettez, ça parle du pardon. Donc, je pose la question s'il doit pardonner à sa mère et à son père, alors que sa mère, on n'entend pas parler dans le roman. Ayant mis fin à ces jours, pour des raisons que vous n'avez pas évoquées, j'aimerais savoir pourquoi cette mort énigmatique, puis la naissance de cet enfant et son existence à travers un père imaginaire, tout ça. Pourquoi la mère n'est pas... Pourquoi avoir choisi justement cette mort aussi tragique, aussi énigmatique? En fait, si quelqu'un ne lit pas le roman, il va se dire mais c'est impossible qu'il arrive à mettre autant d'idées dans un carnet de notes comme celui-là. En fait, des mères, il y en a eu deux. La mère qui a mis fin à ses jours, qui a disparu, qui a disparu pour des raisons inexpliquées, et la vraie maman qui est Inès, la mère biologique, la mère qui va aider Adam à guérir de son mal, et son mal c'était son père. En fait, l'Ahna, ça a été le chantage d'Adam pour maintenir aussi son père en vie. Voilà, pour continuer à examiner sa conscience, pour continuer encore à trouver des réponses auprès de son père. Donc l'Ahna, c'est vrai que l'élément déclencheur, l'histoire commence sur un retour épisodique sur la disparition de l'Ahna, une disparition inexpliquée, et d'après le père d'Inad, c'est là où il commence à justifier la naissance d'un enfant imaginaire. Inès, une maman mourue, un enfant est donc né, seules mes mains peuvent palper son visage, seules mes oreilles peuvent entendre sa voix, seuls mes yeux peuvent le saisir du regard. Donc des mamans, il y en a eu deux. La première, c'est la vraie, et la deuxième, ça a été, c'est une maman qui n'a jamais existé. C'est une maman qui a servi d'appât ou une façon de tenir un petit peu de maintenir le père ressuscité en vie, le temps de réexaminer sa conscience. C'est-à-dire quand il n'y a pas de questions, ça peut être inquiétant, ça peut être rassurant. Moi, je préfère ne pas m'inquiéter. J'aimerais encore vous questionner sur quelque chose, sur votre source d'inspiration, qui, à mon avis, nous en avions discuté, c'était surtout Alfred de Musset. Oui. Quelles sont les ressemblances que vous trouvez, que vous avez évoquées dans votre roman avec Alfred de Musset? Alfred de Musset était un écrivain qui a vraiment excellé dans ce qu'on appelle d'ailleurs la narration chirurgicale, c'est-à-dire, je pense, bon, à titre personnel, pour moi, aucun écrivain ou auteur n'a réussi à décrire les émotions humaines autant que lui. D'ailleurs, c'est lui qui a décrit, on va dire, il a écrit un passage sur l'amour, qui est devenu après une définition de l'amour. Tous les hommes, voilà, ou toutes les femmes sont infidèles, voilà, exactement. Et pour arriver à la fin, pour dire que s'il y a quelque chose de parfait ou voilà, ou de sublime qui unit ces deux autres imparfaits, c'est l'amour. Alfred de Musset, c'est quelqu'un qui est décédé très jeune, quelqu'un qui a basculé très vite dans la déchéance, et à cause d'une simple bêtise, c'est-à-dire une trahison amoureuse, donc une infidélité plutôt. Et pour moi, c'était un écrivain qui savait très très bien restituer, on va dire, sa pensée, ou plutôt décrire l'émotion humaine. C'est peut-être parce qu'il a énormément souffert, alors que des gens
ont eu beaucoup plus peut-être de problèmes que lui, mais lui, il en a tellement souffert qu'il a su décrire l'émotion humaine. C'est vrai que c'est un peu ma source d'inspiration, ces œuvres. Quand on lit la confession d'un enfant du siècle, on se pose la question tout au long du récit, mais il y a des milliers de femmes autour, il était riche, il avait les moyens. Pourquoi basculer ou sombrer dans la dépression et la déchéance à cause d'une femme qui avait ses mœurs, qui avait ses propres libertés? On se pose la question, mais lui, à la fin, il arrive à vous convaincre que pour une stupidité ou quelque chose de très très banal, notre vie peut basculer. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi son style. Voilà. C'est mon style de littérature que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que c'est un peu ancien, ça date. C'est peut-être des événements parce qu'il parle de Napoléon, il parle de la déchéance aussi de la société française à l'époque où les jeunes étaient envoyés, ils étaient de la chair à canon, les femmes étaient comme des fantômes errants dans les rues parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Donc il a parlé de tout ça, mais quand il parle de l'émotion, du sentiment amoureux, de la déception et tout, pour moi, à titre personnel, personne n'en a jamais aussi bien parlé. Donc c'est... Ouais. Quand Alfred de Musset vous dit « ce moment décide de ma vie », c'est une expression qui en dit long, qui résume beaucoup de choses. J'aime beaucoup son style. Alors honnêtement, est-ce qu'il y a une ressemblance par rapport à mon livre? Il n'y en a pas vraiment énormément, si ce n'est peut-être le style qui se rapproche un peu, ou l'inspiration. C'est vrai que quand on lit un auteur, il y a toujours sa pensée qui nous contamine, il y a toujours ces expressions qui deviennent un petit peu des tics de langage aussi, on se les approprie, elles deviennent nos propres tics de langage ou notre façon d'écrire. Mais dans l'intrigue elle-même, il n'y a aucune ressemblance. C'est peut-être le fait que j'aime bien me perdre dans l'organe psychique de mes personnages, voilà, pour aller le plus loin possible. Allez. Rebonjour. Ce que je voulais dire, le lecteur moderne, aujourd'hui, il semble peu s'interroger sur la morale du roman. A-t-il tort? Première question. Oui. La deuxième question, je voudrais bien vous poser, quelle est la finalité de mise en scène des personnages fictifs? Merci. Alors, est-ce que c'est vrai que maintenant l'écriture moderne, on va dire, engendre une lecture moderne. Donc un écrivain qui se dit moderne, normalement on dit contemporain, son contemporain, le lecteur, donc il lit un roman moderne, un roman d'actualité de maintenant. C'est vrai que maintenant on dit à tous les auteurs qu'il faut se garder de donner des leçons de morale. Parce que, je ne sais pas, mais peut-être que on va dire se poser en donneur de leçons, c'est plus d'époque, c'est une façon de prendre un petit peu le lecteur de haut. C'est-à-dire de sous-estimer sa capacité d'analyse, sa capacité à comprendre le monde, à s'interroger et à interroger son propre monde. C'est vrai que maintenant, un écrivain ou un auteur évite à tout prix de donner des leçons. Il propose une intrigue, ou une enquête historique, ou un récit politique ou religieux, mais il laisse au lecteur de maintenant le don ou le soin de réfléchir par lui-même, de déduire, de faire des synthèses, voilà. Donc, c'est ce qu'on dit maintenant. On dit qu'un écrivain doit rester modeste, mais pas dans le sens où il doit il doit offrir un récit pauvre. Non, il doit rester modeste, c'est-à-dire il ne doit pas donner de leçons. Il doit
ne doit pas se donner, en fait, on va dire, le statut de ce Dieu qui recrée un monde, qui réinvente un monde, et dans ce monde, il décide de tout, et ça va se terminer comme ça, parce que je vois les choses plus loin que vous, plus profondément que vous, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, un écrivain modeste, c'est un écrivain qui pose plus de questions aussi, qui ne donne de réponses. C'est ce qu'on dit, il faut rester modeste. Donc, un écrivain, je ne sais pas si ça se dit moderne, un écrivain de maintenant, il évite ce piège de donner des leçons. Et un écrivain de maintenant, un lecteur de maintenant, parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de choix. Déjà, le livre souffre énormément. Alors, moi personnellement, lire un roman où on va m'expliquer comment je dois réfléchir, comment je dois faire mes choix, que ce soit mes choix personnels, mes choix politiques, mes choix religieux, c'est pas vraiment une lecture qui m'intéresse. J'aime beaucoup, je préférerais plutôt lire un écrivain qui à la fin va me laisser quand même le choix de répondre et le choix de me poser d'autres questions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question, mais voilà. Pour moi, il ne faut pas se positionner et se dire qu'on est des donneurs de leçons. Je sais mieux que tout le monde. J'ai vu plus de choses que tout le monde. Donc, écoutez-moi. Je suis Dio, ma belvédère. J'ai une vision du monde. Elle est parfaite. Écoutez-moi, suivez-moi. Non. C'est le piège que doivent éviter normalement tous les écrivains. Ici, chez nous, c'est vrai qu'un peu partout, mais chez nous, des fois je suis l'actualité littéraire, j'essaie de lire autant que possible. La pente est facile en fait. Quand on détient la parole publique, ou quand on est un écrivain ou un journaliste et tout, le piège ou la frontière entre, on va dire, entre la neutralité ou la modestie, l'humilité littéraire et cette forme d'arrogance intellectuelle, et la frontière est très ténue. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous me faites l'honneur d'être ici, de m'écouter, de donner quelques heures de votre temps alors que vous avez tous autre chose à faire, c'est pas pour autant que vous n'avez pas votre vision du monde, vous n'avez pas votre capacité d'analyse, vous n'avez pas aussi votre horizon intellectuel qui est, j'ai envie de dire pour la majorité, beaucoup plus large que le mien. Donc moi ici, l'humilité ferait que je vienne juste avec mon récit, que je le propose, qu'il plaise ou pas, ça n'est même pas l'enjeu, c'est juste nous on est en train de vivre un moment de culture, c'est déjà le but. Donc me positionner et vous dire, écoutez-moi, moi je sais, j'ai vu, j'ai connu, et je pense que c'est la pire façon de me présenter devant vous. Et je pense qu'ici, il faut que beaucoup de personnes, il y en a énormément que j'aspecte, mais beaucoup de personnes qui détiennent cette parole publique, aient cette humilité qui fait que tout un chacun ici, ailleurs, est un sujet pensant, il a aussi sa vision du monde, il doit juste proposer un monde différent. Il doit juste proposer une autre vision du monde, une façon d'être, peut-être, une façon de vivre, mais c'est au récepteur de prendre ou de laisser. Voilà. Donc, l'écrivain moderne évite ce piège. Pour l'imaginaire, la finalité, j'ai déjà dit auparavant, c'est que pour moi, pourquoi elle est purement fictive, purement imaginaire, c'est que moi, dans ma propre vie personnelle, comme tout le monde, j'ai perdu des proches, voilà, j'ai eu des soucis, et j'ai voulu que ne pas tomber dans, on va dire, dans ce cliché de quelqu'un qui a souffert, qui a envie de raconter sa vie. Parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'elle est purement fictive et tout est imaginaire. Je suis allé encore plus loin dans l'imagination. C'est pour éviter cette personnification de ce récit, parce que je ne suis pas dans un processus ou une démarche de starification. J'ai envie de me montrer, voilà, regardez, j'ai souffert, j'ai vécu ça, voilà. Je suis loin de là. Moi, j'ai envie que c'est celui-là qui parle. C'est celui-là qu'on va lire, au lieu qu'on parle de moi et tout, parce qu'on a tous des vies, on a tous des histoires personnelles, on a tous nos hauts et nos bas, et je pense qu'on a tous nos propres défaites et nos propres victoires. Donc, surtout, elle est purement fictive et imaginaire, c'est pour éviter ce piège de personnification, c'est-à-dire que ça parle de moi au lieu du livre. Voilà, c'est juste pour ça. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, je sais que ici chez nous le livre souffre un petit peu, c'est-à-dire on ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup pour des raisons multiples.
On m'a demandé une fois pour un magazine sur Internet en France de rédiger des articles par rapport à ce domaine, voilà, ou des chroniques. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que chez nous, on lit beaucoup moins que dans d'autres pays. Moi, je suis pas dans le jugement, hein. Je suis dans la constatation. C'est juste, j'ai envie de vous dire que si vraiment j'ai tenu compte de ce gros problème qu'on a par rapport vis-à-vis de la lecture, ce déficit dont nous souffrons, j'aurais jamais fait ça. Voilà. Mais je le fais par amour des lettres, je le fais par passion, et sans espérer que je sois lu par des millions de gens, mais c'est juste une façon pour moi d'exister et d'affirmer notre existence à nous tous. C'est-à-dire, c'est un moment, voilà, ce moment va passer, ce livre va tomber dans l'oubli dans 15-20 ans, mais peu importe. C'est-à-dire, je l'ai fait, j'ai fait 2 cafés littéraires, c'est le 2e aujourd'hui. Pour moi, c'est déjà une victoire en soi. C'est vrai qu'on ne lit pas beaucoup, mais pour moi, c'est pas la fin du monde. Parce que nous, on va partir, le livre va rester. Voilà. On m'a posé plusieurs fois la question, on m'a dit pourquoi tu écris alors qu'on ne lit pas. Déjà, c'est faux, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent, mais quelqu'un qui lit, il ne le fait pas sur les toits des maisons, voilà, et il ne le fait pas peut-être sur une terrasse de café, peut-être c'est pas dans nos mœurs ou dans nos habitudes, même si il n'y a pas de mal à ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent, il y en a beaucoup qui ont des références, il y en a beaucoup qui font transpirer leur cervelle. Et c'est beaucoup pour ces gens invisibles qui ne se montrent pas, parce que la culture, tant qu'on n'a pas parlé, ça ne se voit pas. Tout ce qu'on sait, tant qu'on n'a pas parlé, ça ne se sait pas, on va dire. Donc quelqu'un qui est cultivé ou qui a un bagage, il ne va pas le dire, voilà, il ne va pas marcher dans la rue pour dire j'ai lu Albert Camus, j'ai lu Kamel Daoud, regardez ce qu'il a dit ou écoutez-moi. Donc moi je lis pour ces gens. C'est vrai que moi je suis visible, mais il y a beaucoup de gens qui, dans leur chambre, dans leur solitude, ils lisent beaucoup, ils s'instruisent, et pour moi c'est beaucoup plus pour cela, voilà, que j'écris. C'est pas pour construire une nouvelle maison, ça c'est sûr. Ouais, je vous ai épuisé, désolé. C'est quoi la pensée positive? La pensée positive, c'est très très profond comme question. La pensée positive consiste à inverser en fait des situations qui sont à la base peu favorables. La pensée positive, c'est une façon peut-être on va dire, de chanter on peut chanter alors qu'on a le ventre creux, vide. C'est peut-être ça. À parler de l'inkhirakhini, c'est de l'inconscience. L'inkhirakhini, c'est de l'ingénuité. La pensée positive, en fait, pour moi, à titre personnel, hein, je ne parle pas d'un point de vue philosophique, la pensée positive, c'est de continuer à vivre, peu importe les circonstances, peu importe les conséquences. Parce que des fois, vivre engendre des conséquences. C'est-à-dire continuer à vivre, c'est prendre encore un risque nouveau chaque matin. La pensée positive, c'est de continuer à vivre, c'est de continuer à faire ce qu'on aime faire et d'exister surtout. C'est ça la pensée positive. La pensée négative, c'est tout le contraire. Voilà, c'est une vision un peu personnelle, hein. Désolé, il n'y a rien de Nietzsche, c'est pas Aristote qui l'a dit, c'est moi. Ah non, je vais vous dire. Voilà. Donc, une question. Au début, vous avez évoqué le narrateur qui est le père. Oui. Ensuite, après sa mort, vous avez parlé de narrateur et c'est le fils. Oui. C'est-à-dire pourquoi l'histoire n'a pas... Comment l'histoire a basculement. Ouais. Est-ce que pourquoi il n'a pas terminé ou bien... Oui. Merci. C'est vrai, pour revenir brièvement. Première et deuxième partie, c'est le père qui raconte l'histoire.
Début de la troisième partie, le père est condamné au silence. C'est l'enfant qui reprend un peu la narration. Donc le narrateur change à partir de la troisième partie. Alors, Maïlaïwen, si j'étais quelqu'un de prétentieux, Zmakina, c'est une prouesse littéraire. Mais pour rester un peu modeste, c'est juste pour moi une façon de sortir de ce piège d'ailleurs dans lequel je me suis jeté tout seul, parce que j'invente j'ai un père qui à la base existe, qui s'invente un fils imaginaire. Comment faire que le fils existe vraiment et que le père disparaisse? Il fallait que je trouve le moyen de prouver que c'est une histoire logique, qui tient debout. C'est pas juste voilà, quelque chose qu'on a du mal à terminer. Pourquoi le narrateur change? Parce que à la fin de la deuxième partie, donc il arrive un accident. D'où la photo de couverture, il y a un cheval. En fait, c'est un accident de cheval. Adam, il s'est jeté du haut d'une falaise pour trouver des réponses à ces questions à une veuve Jaïa. Voilà. Et donc, Adam, normalement, il se réveille au début de la troisième partie. Et c'est là où il y a un conflit entre le père et Adam parce que Dina échange le narrateur. Et c'est là où intervient Inès, qui était là pendant 13 ans parce qu'il était dans le coma. Pourquoi le narrateur a changé? Même Inès va astinien. C'est en fait, c'est toi qui as ressuscité ton père dans ton imaginaire pour trouver des réponses au fait qu'il t'a abandonné dès la naissance. Donc le narrateur change, mais en fait le narrateur n'a jamais changé. C'est le même. À la fin, on sait qu'il n'y a eu qu'un seul narrateur. C'est un peu compliqué, je le sais, mais c'est ma façon d'écrire. Après, peut-être que dans l'avenir, je ferai autre chose. Hein. Voilà, en fait, c'est ma façon à moi d'être sincère. C'est-à-dire, j'écris pas forcément pour plaire ou pour que ce soit très facile et très simple. J'écris tout en étant sincère. C'est-à-dire, ce qui me plaît ne va pas forcément plaire aux autres, mais ce qui me plaît, c'est ce que je propose, c'est ma façon à moi d'être honnête, intellectuellement au moins, de dire j'ai fait ça, je l'ai fait avec sérieux, je l'ai fait avec une vraie rigueur, c'est-à-dire chaque mot est pesé, chaque mot est réfléchi, chaque élément de l'intrigue a son sens, a son importance. Il est assez petit, mais il est assez complexe, mais c'est ma façon à moi de restituer un récit où je suis honnête envers celui qui me lit, mais ça ne veut pas dire que je vais rester dans ce genre de littérature longtemps. Demain, je peux écrire je peux faire une enquête historique, une écriture historique, je peux écrire sur tout. Voilà. Mais là, pour l'instant, la psychosociologie, ça m'intéresse parce que c'est un créneau qu'on n'a pas énormément abordé. C'est vrai qu'on a beaucoup d'écrivains, et tant mieux, c'est un bonheur, c'est une fierté pour nous tous. On écrit beaucoup sur des thèmes, soit d'actualité, soit qui intéressent beaucoup plus les gens, et c'est normal, parce qu'un écrivain, il est content, voilà, il doit être, on va dire, il doit être témoin de son époque. Les problèmes des autres sont ses propres problèmes, il ne doit pas être indifférent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de récits qui s'écrivent, qui sont en lien avec l'actualité ou le mal que nous vivons. Mais pour moi aussi, choisir ce créneau est une façon aussi de diversifier un petit peu ou d'élargir l'horizon intellectuel, c'est-à-dire le lecteur a le choix. Et même si dans 30 ou 40 ans tout va mieux ou tout va bien dans notre pays, si on décide d'apprendre à nos enfants différents genres littéraires, différentes intrigues, ou de ne se faire qu'une enquête historique, ou de ne se faire les mêmes sujets, on peut trouver de la psychosociologie, on peut trouver de la philosophie, on peut trouver de la politique, de l'histoire et même le romantisme. Donc c'est un créneau que j'ai choisi sciemment, exprès. Ça ne veut pas dire non plus que je vais rester, voilà. Je prépare un autre livre qui parle de quelque chose de complètement différent et d'actualité. Voilà. Encore une fois, vous avez parlé tout à l'heure donc en disant que vous n'écrivez pas pour dicter aux gens ce qu'ils doivent faire et comment faire. Mais est-ce que vous n'écrivez pas plutôt pour conseiller aux gens?
Parce qu'il y a deux façons de parler sur une question quelconque aux gens. Vous pouvez leur dicter avec cette manière de dictature, si on veut dire, dicter, ordonner. Vous pouvez conseiller. Je pense que conseiller, vous pouvez le faire parce que, effectivement, dicter aux gens, écouter seulement ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on appelle l'intelligence apprise. C'est ce qu'on nous apprend à l'école actuellement. C'est ce qui se passe à travers nos différentes villes actuellement. Il est d'abord et puis c'est tout le monde qui est contre vous. Ils n'ont pas besoin de se poser des questions. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi est-ce qu'on le considère comme ça? Et ainsi de suite. C'est la même question donc. Pourquoi vous nous dites ça? Les gens doivent se poser la question. C'est pour ça que vous êtes en principe ici pour conseiller. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de notre café littéraire. Oui. C'est pour éviter de tomber dans cette intelligence apprise. Oui. C'est-à-dire qu'on adopte, on exécute ce qu'on nous ordonne et comme on nous ordonne. Vous pouvez, de toute manière, vous auriez pu, dans votre roman aussi, parce que le jeune homme qui se jette du haut d'une falaise avec son cheval, c'est en se posant la question pourquoi mon père m'a quitté? Vous auriez pu le conseiller, lui dire non, ce n'est pas la solution. Vous ne trouverez pas de réponse à votre question. Oui. Là, par exemple, il s'est jeté, vous l'avez laissé faire, vous auriez pu lui en empêcher. Ouais. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il y a deux aspects à votre question. Pour le premier volet, on va dire, de votre question, c'est vrai que voilà, on a un rôle, oui, on a un rôle de, on va dire, d'éclaireur quand on détient la parole publique ou quand on écrit. Voilà, c'est vrai qu'on a un rôle d'éclaireur. On aide les gens à réfléchir ou à décider d'eux-mêmes de leur propre sort. Ça, j'en suis conscient. Comment je le fais? Je le fais d'une manière un peu plus subtile, d'une manière un peu plus modeste. C'est-à-dire, quand je relis mon livre, pour voir si je ne suis pas un donneur de leçons, tout ce qui peut paraître comme leçon, ou comme précepte, ou comme philosophie de vie, c'est mes personnages qui le disent. C'est-à-dire, si l'idée ne plaît pas, la vision du monde de ce personnage ne plaît pas, le fauteur, c'est le personnage, c'est pas moi. C'est ma façon à moi d'être un peu modeste, de rester dans l'humilité. Par exemple, juste avant l'accident, juste avant la chute, l'enfant, Adam, il s'arrête, il y a sa mère à côté, il y a son père à côté, il pose d'abord la question à son père. Il dit, papa, est-ce que tu as peur de mourir? Et le père, il reste sidéré. Il ne sait pas quoi répondre, parce que c'est une question délicate, et puis lui-même, parce qu'il avait peur de mourir, le père. Et il pose après la question à la maman. La maman lui dit, et toi maman, est-ce qu'il t'en arrive parfois d'y penser? Après, pour exprimer ma vision du monde, pour donner un conseil, c'est la maman qui parle à son fils. Tant qu'on est en vie ici-bas, la peur de mourir guide notre esprit comme le cavalier sa monture. C'est-à-dire, on est constamment guidé par cette peur ou cette crainte de périr. Après, la vie est un legs, est un présent, c'est un cadeau, mais la vie ne confère aucun droit sur son propre sort, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se donner la mort. C'est-à-dire il y a eu un débat philosophique sur le fait de se donner la mort ou de mettre fin à ses jours. Et Dina, ma vision du monde, qui fait que pour moi personnellement, je suis contre l'idée de mettre fin à ses jours, je ne l'ai pas dit moi-même, je l'ai dit à travers la maman, à travers le discours de la maman, qui a exposé sa vision du monde sur le fait que la vie est un héritage qu'on a hérité de nos aïeux, nos ancêtres, mais cet héritage ne nous confère aucun pouvoir sur notre propre vie. Après, Inès, mais comment ça se fait? Je suis maître de mon destin, j'ai le droit de périr quand je veux, parce qu'en ce moment même à l'étranger, il y a le débat sur le suicide assisté pour des gens qui sont atteints d'une maladie incurable. Cette après, elle a répondu à ma manière, mais à travers Inès. Inès, en fait, le fait de mourir, le fait de vivre, ce n'est pas une injustice. Par contre, le fait de naître,
Ce n'est pas une injustice. Et le fait de mourir est une réparation s'il y a injustice. Voilà, c'est comme ça que je donne mes conseils, que je restitue ma pensée, mais à travers mes personnages pour éviter le piège justement du donneur de leçons. Après, sur le rôle de chaque personne qui détient la parole publique, qui écrit, voilà. En fait, ce que je déteste le plus, c'est la tutelle intellectuelle qui fait que il faut que je dicte aux gens leur façon d'être ou leur façon de vivre. Pourquoi? Dans un café littéraire. Toutes les personnes qui sont ici sont comme moi, sont des gens qui cherchent à répondre à certaines questions de la vie. Ils cherchent à élargir toujours l'horizon intellectuel. Donc, la pire manière pour moi de vous accueillir ou d'être ici parmi vous, la pire des impolitesses, ce serait de me poser en donneur de leçons. Voilà. Quand je dis donneur de leçons, je ne dis pas non plus que je ne dois pas exprimer ma vision du monde. Non. Mais donneur de leçons, c'est de venir avec une philosophie ou une pensée prédigérée. Parce qu'il y a quoi on dit on est tous pareils. C'est juste que moi j'ai le temps d'écrire. Vous œuvrez dans votre domaine, chacun dans. Mais il y a juste, on va dire, un truc qu'on fait ici, en ce moment, en philosophie, aucun domaine ne doit échapper à l'examen critique, à l'exercice de la raison. C'est déjà un but atteint. Pour l'association qui travaille, elle a atteint son objectif à partir du moment où on est tous réunis ici, on est en train de réfléchir. Après, sur un domaine, on peut parler de la religion, ça dépend de l'auteur, ça dépend de sa spécialité. Mais déjà, l'objectif est atteint. Donc, la pire on va dire, c'est même une façon pour moi d'être impudique et impoli. C'est de me poser, on va dire, de vous regarder de haut et de vous dire j'ai une pensée prédigérée, je vous la balance, c'est à vous de prendre comme ça, c'est du prêt à penser, c'est du prêt à lire. Non. C'est un échange, c'est un débat, et il faut que beaucoup évitent ce piège d'être, on va dire, une sorte de soumission à ce penseur ou à cet écrivain ou à ce journaliste, et aux journalistes ou à l'écrivain aussi d'éviter le piège de se poser en tant que tuteur, au père tutélaire de la pensée collective. Il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on pense ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble. Même au problème de déchets sur le trottoir, on peut en parler, on peut échanger. Le but, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique très bien, mais moi je déteste cette tutelle intellectuelle. J'ai horreur de ça. Pourquoi? C'est une façon de ne pas faire confiance à son confrère ou à son compatriote ou à son contemporain. Moi je fais confiance à mon contemporain. Il est aussi intelligent que moi, il a peut-être plus de références que moi, il a plus de vécu que moi. C'est pas parce que j'écris un livre que je sais plus de choses que lui. Tout ce que je sais, comme disait Socrate, c'est que j'en sais rien. Donc, le fait qu'on soit ici est déjà une très belle chose en soi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Socrate, justement. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Non. Ouais. C'est que je ne sais pas tout, à la limite. Mais je ne sais rien, donc vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien dire alors. Si vous ne savez rien, oui. Pourquoi vous parlez? C'est pour essayer d'en savoir plus. Et dans l'absolu, voilà, qui en fait, dans n'importe quel domaine, c'est pour rejoindre en fait votre réflexion, c'est que ce qui est néfaste, ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est absolu. Et les connaissances ou les certitudes absolues sont néfastes. C'est-à-dire, il faut toujours laisser sa part au doute. Il faut toujours laisser sa part au doute. Voilà, aujourd'hui, je vends en tenue bleue, mais il y a une partie dans ma tête qui me dit peut-être c'est pas du bleu, c'est moi qui vois que du bleu aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est une forme de relativisme qui fait que je ne suis sûr de rien. Voilà, je ne suis sûr de rien. C'est ma façon de rester modeste.
Et que ce soit dans la croyance, que ce soit dans ses opinions, que ce soit dans ses prises de position, tant qu'on est sûr de rien, croyez-moi que tout se fait dans la paix, dans l'échange, dans la cordialité. Mais à partir du moment où on se dit ce que j'ai dans la tête, c'est la vérité absolue, j'insiste sur le mot absolu, c'est là où commencent les conflits et les problèmes. Il faut toujours laisser sa parole. C'est à l'image des islamistes aujourd'hui, des musulmans, des religieux, peu importe le domaine. Même dans le milieu professionnel, vous avez un chef de service qui a fait plus d'études que vous, mais il est têtu. Pour lui, ce qu'il connaît, ce qu'il sait, c'est ce qui doit se passer dans le service, alors que peut-être que vous avez 10 ans de moins d'études que lui, et peut-être que vous trouvez des solutions plus rapidement que lui. Donc lui, s'il s'entête à dire que moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'université, c'est comme ça que ça doit se passer, ben, l'entreprise va couler. Il faut toujours laisser sa parole dans tous les domaines, même dans l'éducation de ses enfants, même dans... Moi, quelqu'un, il m'invite à boire un café, à prendre un café avec lui, j'ai toujours un doute, est-ce qu'on va arriver sur place? Est-ce que je ne vais pas me fâcher avec lui? Je ne parle pas avec du principe que je vais passer un bon moment. Il faut toujours laisser sa parole doute, n'importe quel domaine. C'est vrai ou pas? La meilleure façon de ne pas se tromper est de douter. Ça, c'est une vérité absolue. Ça, je ne suis pas censé le dire, parce que je me contredis. Ça, c'est le comportement ou la conduite ou le raisonnement ou la compréhension d'un leader. Parce qu'un leader, qu'est-ce qu'il se dit? Il vous dit que je dois former autour de moi un cerveau commun. Oui. On est tous ici, réfléchissons tous ensemble. Oui. Oui. Donc, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas tout maîtriser. Oui. Donc, que chacun donne son idée sur un point déterminé. Et réfléchir, c'est quoi réfléchir? Réfléchir. C'est des questionnements et des réponses. Il n'y a que questions et réponses. Vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que vous faites? Vous vous posez des questions et vous essayez de donner tout de suite après des réponses. Question-réponse. C'est ça ce qu'on appelle réfléchir. Mais seulement, il faut poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Il faut savoir poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes réponses. C'est-à-dire que des questions qui ont quand même leur importance. Ce n'est pas n'importe quelle question, qu'est-ce que je respire, comment je respire, je ne sais pas ça. Mais sur un problème bien défini. Oui. Voilà, donc on arrive au terme de notre café qui est passionnant. Le débat... Bien sûr. Bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue pour nous. Donc j'aimerais savoir quel rôle incarne le personnage principal dans votre roman, puisque vous avez parlé de vengeance, de pardon, et donc c'est le côté obscur de l'être humain, de se venger des autres. Donc est-ce que c'est la vengeance qui a pris le dessus? Voilà. Merci. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai que c'est un instinct très bas, le fait de vouloir se venger, bien qu'on soit victime d'une injustice. C'est le côté, ça a été au départ le côté, on va dire, incompréhensible, obscur ou négatif du personnage principal. En fait, le personnage principal, c'est Adam, le fils qui a été abandonné et qui a voulu comprendre les raisons pour lesquelles il est devenu orphelin. Alors, il avait le choix entre deux choses, c'est-à-dire soit se venger, soit de pardonner. Mais se venger de quoi? Parce que la réponse était facile à la fin. Sa maman l'a aidé à trouver les réponses. On se venge de quoi? De qui? Et comment? Quand on veut se venger de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, on se fait mal soi-même. Donc je suis parti de ce principe-là. En fait, dans ce qui est la relation, on va dire, intime, surtout dans la sphère familiale, ça n'existe pas normalement la vengeance, ça n'existe pas les sentiments négatifs, bien que les conflits peuvent aller trop loin. Quand on veut faire du mal aux siens, on se fait mal soi-même. Donc, en fait, ton papa n'est plus de ce monde,
Tu vas te venger de quoi? Tu te venges que de toi-même, tu te fais mal tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah, tu n'as pas le choix, tu dois lui accorder un pardon et tu dois m'accorder à moi, ta maman, bien des pardons. C'est-à-dire plusieurs fois, il s'amhad parce qu'elle aussi, elle a péché. Elle aussi, elle a choisi le mauvais chemin. Donc la vengeance, le sentiment de vengeance, ça a été peut-être de faire renaître son père ou le ressusciter pour réexaminer sa conscience. Et comme élément de chantage, il lui a inventé une épouse qui s'est suicidée, qu'il a laissé tout seul. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu ça, cet instinct de dire, ou cette envie de faire mal à son père, mais qui a été après, on va dire, qui a été bridé par sa maman, qui lui a expliqué qu'en fait, on n'a pas le choix que de pardonner. Ça a été ça en fait à la fin. Donc ça parle de deuil, ça parle de pardon, ça parle de beaucoup de choses. Et alors, la quintessence ou l'essentiel du roman, d'ailleurs Inès au début, Inès Mkinian, j'ai un enfant que je dois élever, je dois subvenir à ses besoins, quitte à le soumettre au pire des noviciats, c'est-à-dire à Tsagara, quelqu'un de vertueux, quelqu'un de bien élevé, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui a un comportement moralement approuvable, quelqu'un de bien. Inès, mais ma mission paraît impossible, c'est de faire en sorte qu'il garde son cœur d'enfant à jamais. Pourquoi? Parce que le plus heureux, quelqu'un, quand on parle d'accomplissement de soi, c'est celui qui est resté enfant jusqu'à ses 90 ou 100 ou 120 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas peur. Un enfant, il vit tout simplement. Un enfant, il est heureux, tout le temps, souvent. Il pleure, une demi-seconde après, il peut en rire. C'est ce qui nous manque quand on est adulte. Quand on est triste pendant des semaines, des jours, des mois. On se remet plus difficilement de nos émotions ou des choses qui nous font mal. Donc, Inès, mon fils, il faut qu'il garde son enfant à jamais. Et c'est cette voix d'enfant intérieure qui va permettre à Adam de reconstituer son monde et de repartir sur de bonnes bases, c'est-à-dire, la clé c'est quoi? C'est de ressusciter l'amour, c'est de repartir et de refonder sa propre famille, ou de fonder sa propre famille et de rester enfant à jamais. Donc l'objectif aussi c'est, parce que je crois toujours, c'est que tant qu'on n'a pas gardé son cœur d'enfant, on s'expose à tous les maux et à toutes les difficultés et on devient vulnérable. On croit qu'en devenant adulte, on devient plus costaud, on devient plus, on va dire, plus apte à affronter le monde. Moi, je pense que c'est en restant enfant, pas dans le comportement, je parle du cœur, c'est en restant enfant à jamais qu'on va s'éviter beaucoup de soucis. Je crois que c'est Freud, quand il a commencé à écrire un livre sur la psychanalyse, si tous les adultes se contentaient de calquer leur comportement sur celui des enfants, je m'épargnerais la peine d'écrire ce livre. Donc, honnêtement, l'objectif final, c'est que le lecteur à la fin, il se dise, il est temps pour moi aussi de réécouter la voix intérieure qui est en moi, cette voix d'enfant qui va me parler de candeur, qui va me parler de joie, qui va me parler des bonheurs simples de la vie, et qui va m'éviter d'avoir peur, qui va m'éviter de me soucier de tous les trucs les plus futiles. Et surtout, cette voix d'enfant va me permettre d'être heureux, tout simplement. Donc l'objectif, c'est ça à la fin, en fait. C'est que chacun retrouve l'enfant qui sommeille en lui. C'est bon? C'est bon, vous êtes sûr que Dayan? Aïcha. Aïcha. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc on arrive au terme de notre café littéraire de Moussaf. La semaine prochaine, nous allons recevoir 2 écrivains tellement c'est un programme très chargé, donc on aura proposé de s'exciter sur le film oubli. Ce sera M. Youssef Achouri et Abdelmidi Ramadan Abdelmidi. Donc ils vont nous proposer un thème, pour l'instant là, mais ils vont nous l'envoyer d'ici peu de temps, d'ici ce soir. Donc Ferren a dit la vente dédicace, c'est un livre qui compte
qui coûte 300 dinars. Je me réserve le droit d'en dédicacer un et l'association organisatrice.